bien, nouveau chapitre, nous allons parler maintenant de la lumière. On va étudier la dispersion et la réfraction de la lumière, et on va parler de réflexion totale. Donc première partie, on va étudier comment se propage la lumière. Alors je vais vous montrer une petite photo où on a un bonhomme qui a deux lampes torches, et on s'aperçoit que la lumière, elle se propage de manière rectiligne lorsqu'elle sort de la lampe torche. Elle se propage toujours en ligne droite. Donc la lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et transparent. Un milieu homogène et transparent, c'est par exemple de l'air, de l'eau, de l'huile. C'est un milieu constitué de la même chose. Et transparent qui laisse passer la lumière. Dans le vide, comme dans l'air, la vitesse de la lumière, que l'on note petit c, est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et donc on parle de célérité de la lumière. La célérité, c'est la vitesse de la lumière. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est la même chose que 300 000 km par seconde. Donc c'est la vitesse la plus rapide qui existe. Pour rappel, on avait fait cette expérience dans le chapitre précédent. On avait pris une cloche à vide dans laquelle on avait mis une lampe et une radio. Quand on avait fait le vide, on voyait que la lampe, elle émettait encore de la lumière, ce qui nous indique que la lumière peut bien se propager dans le vide. Par contre, la radio, on n'entendait plus le son, puisque le son a besoin d'un support matériel pour se propager. Donc c'est la différence entre la lumière et le son. Ensuite, deuxième partie, on va faire une analyse maintenant de la lumière solaire. Et donc je vous propose une première expérience. Donc ici, on a la source de la lumière, donc c'est par exemple une lampe. On a un prisme, et puis on place un écran derrière. Et donc comme vu dans la vidéo introduction, on s'aperçoit que lorsque la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière émise par la lampe, arrive sur le prisme, celle-ci est décomposée dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, allant du bleu jusqu'au rouge. Contrairement à un laser, si je prends par exemple un laser de couleur rouge, lorsqu'on l'envoie sur un prisme, eh bien, il n'y a pas de décomposition, il y a juste une déviation du rayon lumineux, tout simplement parce que le laser est constitué d'une seule couleur. On parle dans ce cas-là de lumière monochromatique, alors qu'ici la lumière blanche est constituée de plusieurs couleurs, et on parle donc de lumière polychromatique. Donc on peut noter, observation, on observe une bande colorée allant graduellement du violet jusqu'au rouge, du bleu-violet, on peut rajouter, du bleu-violet jusqu'au rouge, et on obtient un spectre continu de lumière. Un spectre continu de lumière, c'est tout simplement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ensuite, vous pouvez noter, la lumière blanche est une superposition de lumière colorée. C'est une lumière polychromatique. C'est ce qu'on a vu précédemment, avec les couleurs ici de l'arc-en-ciel. Alors remarque, la lumière d'un laser, elle n'est pas décomposée par le prisme, elle est juste déviée, c'est ce qu'on a vu en dessus. Cette lumière est donc monochromatique, c'est-à-dire qu'elle est composée d'une seule couleur. Ensuite, on va parler de la longueur d'onde, que l'on note lambda. C'est un Y à l'envers, c'est une lettre grecque. En fait, chaque couleur du spectre de la lumière blanche est constituée d'une onde lumineuse sinusoïdale qui possède une longueur d'onde lambda, et cette longueur d'onde, elle se mesure en mètres. Alors une onde lumineuse sinusoïdale, c'est comme, ça ressemble en fait à cette forme-là. C'est la même chose, par exemple, si vous êtes au bord d'un lac, vous jetez une pierre dans le lac, eh bien on va s'apercevoir qu'il va y avoir des vaguelettes qui vont se propager de proche en proche. En fait, ces vaguelettes, ça correspond à une onde qui se propage, c'est exactement la même nature que la lumière. Donc on voit que la lumière, lorsqu'elle se déplace, ça correspond à une onde comme ça, qui va se propager. Et en fait, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la longueur entre deux sommets. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, la longueur de l'onde. Alors cette distance ici entre deux sommets, c'est exactement la même qu'entre deux minimums. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fonction de la couleur de la lumière, la longueur d'onde va être différente. Si par exemple, je prends la couleur bleue, la longueur d'onde est proche de 450 nm, ça veut dire nanomètres. Donc on voit que le bleu, c'est aux alentours de 450 nanomètres. Ça veut dire que la distance entre les deux sommets va être relativement proche. Alors que la couleur rouge, aux alentours de 750 nanomètres, cette longueur d'onde, elle est beaucoup plus grande. Donc c'est pour ça que les sommets vont être plus espacés. Et en fait, dès que la longueur d'onde va changer, eh bien, c'est la couleur de la lumière correspondante qui va changer. En fait, la couleur de la lumière dépend de la longueur d'onde.
On peut revoir ici un schéma de l'expérience précédente, où cette fois les couleurs sont représentées un peu plus fidèlement, puisqu'on voit bien que ce sont des ondes de longueur d'onde différentes. La longueur d'onde du violet, qui vaut 400 nanomètres, jusqu'à la longueur d'onde du rouge, qui vaut 800 nanomètres. Donc vous pouvez prendre ce petit schéma, où sur l'axe des X, on représente la longueur d'onde exprimée en nanomètres. Alors pour rappel, 1 nanomètre, ça correspond à 10 puissance moins 9 mètres. Donc la couleur visible, elle est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. De 400 jusqu'à 445, on a à peu près du violet. De 445 jusqu'au proche de 500, on a la couleur bleue. Ensuite, on passe à couleur vert foncé, vert clair. On a du jaune, du orange et du rouge. Ce sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel comprises entre 400 et 800 nanomètres. Au-delà du rouge, on a toujours de la lumière. Mais cette lumière, on ne la voit pas. C'est le domaine des infrarouges. C'est au-delà de 800 nanomètres. Et au-delà du bleu, on a encore de la lumière, mais que l'œil humain ne voit pas. Ce sont les ultraviolets. Au-delà du bleu, violet, ce sont les ultraviolets, en dessous de 400 nanomètres. Alors il existe encore d'autres lumières au-delà. On peut avoir les ondes radio, les rayons X, les rayons cosmiques, etc. C'est encore de la lumière, mais que l'œil humain ne peut pas voir. L'œil humain, il voit une toute petite partie qui est comprise entre 400 et 800 nanomètres. C'est ce qu'on appelle le domaine visible. Ensuite, troisième partie, on va parler maintenant de phénomènes de réfraction de la lumière. Et je vous propose tout de suite une petite expérience en vidéo. Alors, cette expérience que l'on vient de voir en vidéo, on va la noter dans la première petite 1, donc mise en évidence. Donc expérience magie ou non. Donc on prend un bol dans lequel on va placer une pièce. Et en fait, moi je vous ai mis ici qu'on voit juste le bord de la pièce. Dans la vidéo, on ne voyait pas du tout le bord, hein, elle était vraiment cachée. Et puis ensuite, on ajoute de l'eau. Et là, on s'aperçoit qu'on voit la pièce complètement, elle se découvre complètement. Alors que celle-ci n'a pas bougé, elle est toujours au même endroit, au fond du bol. C'est juste finalement l'effet d'avoir ajouté l'eau qui nous permet de la découvrir. Donc on note que l'eau permet de découvrir la pièce entièrement. Donc ensuite, interprétation. Donc petit a, ça correspond au bol de départ sans l'ajout de l'eau, et petit b, c'est lorsqu'on a ajouté l'eau. Donc petit a, comme on n'a que de l'air entre la pièce et notre œil, eh bien la lumière elle va se propager en ligne droite. Ce qu'on a vu au début, dans un même milieu, la lumière elle se propage toujours d'une manière rectiligne, en ligne droite. Petit b, eh bien la lumière elle va passer de l'eau à l'air. Au départ la pièce elle est dans l'eau, donc la lumière se propage dans l'eau, et ensuite quand la lumière sort de l'eau, entre notre œil et la surface de l'eau, la lumière se propage dans l'air. Il y a donc un changement de milieu et une déviation de la lumière. Dès que la lumière elle passe d'un milieu à un autre milieu, il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène de réfraction, c'est-à-dire que la lumière va être déviée. Donc on donne la définition de la réfraction de la lumière. La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse la surface séparant deux milieux transparents. Ensuite, petit 2, on va voir maintenant les lois de la réfraction. Comment on fait pour étudier ces changements de milieu. Alors, ici, en bleu, c'est la surface de séparation, c'est-à-dire la surface qu'il y a entre deux milieux différents. Par exemple, ici, j'ai de l'air dans cette partie, et en dessous, j'ai de l'eau. Et entre l'air et l'eau, j'ai la surface de séparation. Le rayon incident, c'est le rayon lumineux qui arrive sur la surface de séparation. Donc le rayon incident, il arrive. Et il va toucher la surface de séparation, il va être au contact au point I. Le point I, c'est ce qu'on appelle le point d'incidence.
c'est le point de contact entre le rayon lumineux qui arrive et la surface de séparation. À ce point de contact, à ce point d'incidence, on tracera toujours la perpendiculaire, le trait noir. La normale donc à la surface. Et ensuite, à partir de ce point d'incidence, I, on va tracer le rayon réfracté, c'est-à-dire le rayon qui a été dévié lorsque le rayon passe de l'air, par exemple, à l'eau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le rayon qui arrive, c'est ce qu'on appelle le rayon incident, et le rayon qui part après la surface et qui a été dévié, c'est le rayon réfracté. Et nous, on repérera toujours les deux angles, I1, l'angle d'incidence, et I2, l'angle réfracté. Ça sera toujours l'angle entre le rayon et la perpendiculaire. Ici, entre le rayon et la perpendiculaire. C'est toujours cet angle-là, c'est pas celui-ci. Donc I1, l'angle d'incidence, et I2, l'angle réfracté. Et ici, j'ai précisé, par exemple, l'air, ça correspond au milieu numéro 1, et l'eau au milieu numéro 2. On va donc pouvoir étudier maintenant les lois de Snell-Descartes. Ce sont les deux scientifiques qui ont étudié cette propagation de la lumière. Donc la première loi, elle nous indique que le rayon réfracté et le rayon incident sont dans un même plan. On voit ici sur le schéma que le rayon incident et le rayon réfracté, ils sont tous les deux sur la feuille, donc ils sont dans le même plan de la feuille. En aucun cas, il y a un rayon qui arrive sur la feuille et puis un autre qui part comme ça. Ils sont dans un même plan. C'est la première loi. La deuxième loi, elle nous indique que l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2. I1 et I2, ce sont les angles entre le rayon incident et la normale, le rayon réfracté et la normale. Donc l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2, ils vérifient la relation, ou ils vérifient la formule, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Ça, c'est par cœur. I1, ce sont les angles d'incidence et l'angle de réfraction. Ce sont des angles, généralement, ils seront même toujours exprimés en degrés. N1 et N2, c'est ce qu'on appelle les indices de réfraction. Donc N1, c'est l'indice de réfraction du milieu numéro 1, et N2, c'est l'indice de réfraction du milieu numéro 2. Si je reprends le petit schéma, le milieu numéro 1, c'est celui-ci, ça correspond à l'air dans ce cas-là, et le milieu numéro 2, c'est celui-ci. Les indices de réfraction, en fait, c'est des indices qui vont dépendre du milieu dans lequel on se trouve. Petit n, pour pouvoir le calculer, en fait, on fera la vitesse de la lumière divisée par la vitesse dans le milieu. Il faut savoir que la vitesse dans un milieu, par exemple la lumière, lorsqu'elle se propage dans l'air, ou lorsqu'elle se propage dans l'eau, ou dans du verre, sa vitesse est différente à la vitesse dans le vide. La vitesse dans le vide, c'est la vitesse la plus grande qui puisse exister. Donc si par exemple je veux calculer l'indice de réfraction dans le vide, ça sera la vitesse de la lumière sur la vitesse de la lumière, c divisé par c, ça fait 1. Si je prends maintenant l'indice de réfraction dans l'air, en fait la vitesse dans l'air c'est presque la même que la vitesse dans le vide, c'est pour ça que si je fais 1, la vitesse donc dans le vide divisé par la vitesse proche dans le vide, on trouve une valeur proche de 1. 1,00, il y a quelques chiffres derrière, mais c'est quasiment la même. Ensuite, l'indice de réfraction dans l'eau. Alors la vitesse dans l'eau est plus faible que dans l'air, donc c'est pour ça qu'on a un indice qui s'élève. Alors une petite remarque. Si on passe d'un milieu avec un indice de réfraction faible à un milieu d'un indice de réfraction plus élevé, le rayon lumineux va se rapprocher de la normale. On voit que I2 est plus petit que I1. Par contre, si on passe d'un milieu 1 à un milieu 2, avec un indice de réfraction plus élevé dans le milieu 1 et plus faible dans le milieu 2, le rayon lumineux va s'écarter de la normale. Donc on aura I2 qui est plus grand que I1. Il faut savoir que l'angle I2, au maximum, on voit que plus il s'écarte, plus il se rapproche du milieu de séparation, au maximum, I2, il pourra se retrouver ici, donc il pourra avoir une valeur de 90 degrés. Donc c'est pour ça que dans la remarque, au maximum, l'angle I2 a pour valeur 90 degrés. Si lorsqu'on fait un calcul dans la loi de Snell-Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, si on trouve un angle I2 plus grand que 90 degrés, ça veut dire que ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Alors dans ce cas-là, il n'y aura plus de réfraction de la lumière, mais il y aura ce qu'on appelle une réflexion totale, c'est-à-dire que I1 sera égal à I2, et l'angle d'incidence et le rayon réfléchi seront du même côté. On voit que le rayon incident et le rayon réfléchi
sont du même côté, avec l'angle I1 ici qui est égal à l'angle I2 qui est ici. C'est-à-dire que si lorsque dans le calcul on a un angle I2 qui est supérieur à 90 degrés, ça veut dire que la lumière ne peut plus traverser la surface de séparation, c'est-à-dire que la lumière elle va rebondir et elle va être complètement réfléchie. Ça, pas besoin de le noter, ces calculs ça vous sert à rien. Ça aussi c'est pas obligatoire de le noter, c'était pour vous montrer que dans certains cas la lumière elle se rapproche de la perpendiculaire et dans d'autres cas la lumière s'éloigne. Ça dépend des milieux. Donc ce qu'il faut noter c'est juste cette remarque ici. Voilà. Dernière partie, on va parler de phénomène de dispersion. Et on va expliquer pourquoi les radiations colorées, les couleurs sont déviées différemment. En fait, l'indice de réfraction d'un milieu transparent, autre que le vide et autre que l'air, varie avec la longueur d'onde lambda de la radiation qui le traverse. Et on appelle ce phénomène dispersion. C'est-à-dire que les radiations bleues vont être plus déviées que les radiations rouges. Donc pour comprendre, on va faire un petit schéma. Donc ici on a de l'air, on a un prisme, et on a la lumière blanche incidente, c'est la lumière qui arrive sur le prisme. Ici en pointillé, je vous ai tracé la suite du rayon incident, comme s'il n'était pas dévié. Alors, sur cette première surface de séparation entre l'air et le verre, il va y avoir une première déviation, que l'on ne voit pas lorsqu'on regarde un prisme. Mais la lumière va être déviée une première fois. Et puis lorsque la lumière arrive sur cette nouvelle surface de séparation, ce coup-ci entre le verre et entre l'air, eh bien le phénomène est amplifié, il y a une deuxième déviation, et donc les rayons sont à nouveau déviés une deuxième fois. Et on s'aperçoit que la déviation de la couleur bleue par rapport donc à la lumière blanche incidente va être plus importante que la déviation de la lumière rouge. En fait, chaque couleur va être déviée différemment en fonction de sa longueur d'onde. Dès que la longueur d'onde en fait, est différente, eh bien l'indice de réfraction du milieu, donc du verre, va être différente et c'est pour ça que chaque rayon lumineux est dévié différemment. Alors on va faire une petite application sur les lois de Snell-Descartes. Prenons par exemple deux milieux, de l'air et puis du verre. On a un rayon incident qui arrive. On trace la normale qui passe par I. Ici, on a le rayon réfracté. Rayon incident. Rayon réfracté. Je repère ici l'angle d'incidence I1 et ici I2. L'angle c'est toujours entre le rayon et la normale. Alors l'indice de réfraction de l'air, N1 c'est égal à 1. Et N2, l'indice de réfraction de milieu 2, le verre on va prendre 1,50. Ces indices seront toujours donnés, ou éventuellement ils seront à calculer si on connaît les angles d'incidence. Alors I1, on va prendre un angle de 42 degrés. Et la question est toute simple, calculer l'angle I2. Que vaut cet angle? Donc on va voir la rédaction qu'on attend. Alors, première chose à écrire, d'après la deuxième loi de Snell-Descartes, nous avons la relation N1 sinus I1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Donc nous on cherche l'angle I2. On va donc chercher dans un premier temps à calculer sinus I2. Donc sinus I2 égale, alors je le mets d'un côté, je passe donc N2 de l'autre côté, comme c'est multiplié quand je transporte N2 de l'autre côté, ça va devenir divisé, donc N1 fois sinus I1 sur N2. Ensuite, eh bien, je peux remplacer. N1, c'est l'indice de l'air, ça vaut 1, fois sinus I1, donc I1, je vous ai dit 42 degrés, fois sinus de 42, divisé par N2, c'est 1,50. Hop. Alors, je vérifie qu'il faut que je la mette en degrés, la calculatrice. Ici.
Parce que si elle est en radian, comme c'est sinus de 42 degrés, si vous êtes en radian, ça sera tout faux. Donc 1 fois sinus 42 divisé par 1,50. Ça fait à peu près 0,45. Ça n'a pas d'unité. Ensuite, on n'a toujours pas répondu à la question parce que là on vient de calculer sinus I2. On connaît le résultat de sinus I2. Or nous on cherche l'angle I2. Pour pouvoir calculer I2, eh bien on va faire arc sinus du résultat de 0,45. Arc sinus, c'est la même chose que sinus moins 1 sur certaines calculatrices. Sauf que rigoureusement, ça s'appelle la fonction arc sinus. Donc, pour faire arc sinus, vous voyez, c'est marqué arc sinus en bleu sur la touche sinus. Donc on fait seconde sinus. Donc moi, sur la calculatrice, c'est marqué sinus moins 1. Sur certaines calculatrices, c'est marqué arc sinus. Et on note le résultat précédent. Donc le mieux, c'est de prendre la valeur exacte. Pour prendre la valeur exacte, je fais répète, donc seconde répète, et ça nous donne un angle de 26,49 degrés. I2 à peu près à 26,49 degrés. Donc voilà la rédaction qu'on attend de vous pour calculer un angle à partir des données précédentes sur le schéma. Donc c'est vraiment cette étape. D'après la deuxième loi, on écrit toujours la formule. Alors, celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, c'est pas obligatoire. Celle-ci, c'est celle qu'on utilise. Donc c'est vraiment celle qui est obligatoire d'écrire. Ensuite, on le remplace. On fait ensuite arc sinus du résultat. Et on a la valeur en degrés. Si vous avez compris ça, vous avez compris tous les exercices qui vont venir. Ça sera pas plus compliqué que ça.